Une première partie donc que j'intitule Portrait du père en goujat. Souvenez-vous, hein, que dans un commentaire écrit, vous n'avez pas de titre à donner. Mais voilà, c'est pour bien comprendre de quoi il va être question ici. Vous, il faudrait que vous fassiez une phrase plutôt en disant dans cette première partie, Michon dépeint le portrait du père de François-Élie Corentin en goujat, ayant abandonné sa femme, etc. Voilà. Alors, je me permets un petit détour iconographique. Vous avez ici donc un tableau de François-Xavier Fabre. Vous voyez qu'il y a une grande mode, hein, à l'époque des prénoms composés et des noms de famille qui sont des prénoms. Hein, on voit ici, c'est un peu comme Jacques-Louis David ou François-Élie Corentin. Donc c'est un tableau qui représente Suzanne et les deux vieillards qui date de 1790, donc exactement la période à laquelle se passent les 11. Et ce qui m'intéresse ici, donc, vous l'avez compris, c'est le prénom Suzanne. Donc, avant notre extrait, le père, on nous dit que le père étreint Suzanne pour quitter l'église, puisqu'il était destiné donc à rentrer dans les ordres, et que, voulant quitter Suzanne, il étreint les lettres. Hein, donc il y a une espèce de fuite en avant. Après avoir fui l'église, il fuit sa femme. Donc déjà, il y a un premier portrait du père en personnage un peu de fuyard, de lâche. Et juste avant notre passage, on peut lire « Aussi à peine eut-il joui de la fille, à peine l'eut-il gratifié de cet enfant, qu'il alla où son état l'appelait, à Paris. » Donc le verbe ici jouir est très dépréciatif parce qu'il réduit la femme à l'état d'objet sexuel et fait donc du père, du peintre, une espèce de goujat, une espèce de Casanova qui aurait séduit cette femme. On va le voir à quelle fin ensuite, mais qui aurait séduit cette femme pour la quitter aussitôt. Et c'est là que le prénom de Suzanne me paraît intéressant, et c'est pour ça que je fais une petite précision ici d'ordre onomastique. Suzanne, c'est un personnage biblique. Donc, toutes les références à la Bible sont bien entendu les bienvenues quand on étudie l'œuvre de Michon. Il le dit lui-même, hein, la Bible est mon pays, c'est une phrase que l'on trouve dans le recueil d'entretien, le roi vient quand il veut. Donc Suzanne, c'est le prénom d'une jeune femme qui est abusée par deux vieillards, qui est violée par deux vieillards. Donc, ce n'est pas innocent, je crois, de choisir pour la mère ce prénom-là. Hein, sachant qu'à l'époque, donc, il y a une iconographie assez abondante sur cet épisode biblique, Suzanne renvoie donc à cette femme meurtrie, cette femme violentée, cette femme déshonorée et abandonnée. Et donc la mère du peintre s'appelle Suzanne, c'est celle qui a été abusée et abandonnée. Il dit donc, le narrateur donc dit au tout début de notre extrait, avec l'argent de Suzanne. Et c'est un groupe nominal qui est répété, il y a un effet d'insistance, un peu comme si le narrateur était outré, était scandalisé. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser, qui nous permet de comprendre ici pourquoi le père a choisi Suzanne. Il a choisi Suzanne précisément parce que elle avait de l'argent. Hein. Il le précise juste après. L'argent du huguenot apostat, donc c'est le père de Suzanne, hein, le huguenot apostat, c'est avec cet argent-là que le père va pouvoir partir à Paris. Car le marchand de vin n'était pas mort, il gardait la main close sur ses écus. Donc son père à lui est toujours vivant, et il gardait la main close sur ses écus. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc le père du père, le grand-père paternel du peintre, est avare.
Il y a deux autres groupes nominaux ici qui peuvent attirer notre attention, le huguenot apostat et le marchand de vin. Ce sont deux périphrases qui servent à désigner les pères, donc le père de Suzanne d'une part et le père euh, de François Corentin de la Marche. Pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'ils ne sont pas nommés et que c'est une manière les, de les dévaloriser un peu à côté de la figure de Suzanne, qui elle est nommée. Et non seulement elle est nommée, mais en plus son prénom est répété 3 fois dans l'espace de 7 lignes. Donc c'est un peu comme si le personnage féminin était passé au premier plan et que les personnages masculins, au contraire, étaient un peu dans l'ombre. Et d'ailleurs, le personnage du marchand de vin, euh, que lui souhaite visiblement son fils, il souhaite sa mort, puisque tant qu'il n'est pas mort, il ne peut pas obtenir son argent. Donc vous voyez déjà que dès les premières phrases de cet extrait, on voit bien que la figure du père, c'est une figure qui en prend un sacré coup. La figure du père est désacralisée. Le texte continue donc. Le groupe nominal est répété et l'argent de Suzanne, et cette fois il est intégré dans une énumération, les vignes et les bateaux. Cette énumération est résumée dans le pronom les, il les mangea. Donc il les mangea évidemment au sens figuré, et cela crée une métaphore qui suscite donc l'image d'un père monstrueux qui dévorerait de l'argent des vignes et des bateaux. Les vignes symbolisent l'argent de son père, et les bateaux, donc l'argent du père de Suzanne, puisque vous vous souvenez donc de son activité sur la Loire. Il les gaspilla loin de Suzanne, et ici le sémantisme du verbe gaspiller est à relever bien sûr, hein. C'est un sémantisme qui est péjoratif, et il y a derrière donc un jugement de valeur de la part du narrateur. Il juge donc la manière avec laquelle donc le père de François Hélie dépense cet argent. Donc, dans des bouts rimés anacréontiques, deux précisions ici. Première précision, les bouts rimés, c'est une pratique littéraire, en fait. On donnait des bouts de vers en forme de rime à l'avance, et on proposait à des auteurs de composer à partir de ça. Voilà, une espèce de jeu littéraire. Par dénigrement, ça peut vouloir signifier une poésie de peu de valeur. Et donc ici, c'est peu valorisant pour parler de la pratique littéraire du père. Donc encore une fois, le narrateur est assez dur avec le père. Et l'adjectif anacréontique va du côté donc d'une espèce de légèreté quant au sujet de ces vers, puisqu'il s'agit donc de vers assez légers qui sont souvent des vers érotiques. Et il y a un décalage donc entre le corps de Suzanne, dont on va nous dire qu'il est délaissé, et cette figure du père qui prend du bon temps dans les salons littéraires et euh, et qui est présenté ici un peu en libre penseur, en libertin. On continue donc, comme l'âme de Suzanne. Il y a ici une difficulté de compréhension, hein, parce qu'il y a un petit détachement par rapport au verbe. Donc il gaspilla l'âme de Suzanne, c'est ça qu'il faut comprendre, comme son corps délaissé. Et ce qui est intéressant, je crois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que en 7 lignes ici, en un tout petit paragraphe, le nom de Suzanne est évoqué 3 fois. Alors que le nom des pères est complètement gommé. Donc son nom est évoqué une dernière fois, il y a un côté litanique, c'est un peu comme une plainte. Et enfin, son corps délaissé, on sent bien derrière cet adjectif la compassion du narrateur, hein, qui est particulièrement palpable. Donc ça nous permet de dire que le narrateur est du côté
de la mère, il prend parti, il prend position du côté de la mère, et que, au contraire, il condamne le comportement du père. Pour conclure donc l'étude de cette première partie, on peut dire que ce premier paragraphe est fortement à charge contre le père. Il est présenté comme un personnage goujat, qui aurait donc abandonné la mère, dont le portrait est ici fait en creux, un portrait donc en femme délaissée, en femme abandonnée, euh, ce qui va dans le sens donc d'un choix onomastique en lien avec l'épisode biblique donc de Suzanne. Ici, il y a ce qu'on peut appeler un biographème michonien, c'est-à-dire un trait biographique qui est important, c'est que Michon, et il le dit dans les vies minuscules, donc c'est pas complètement délirant d'en parler, il n'a pas connu son père et il a été élevé par sa mère seule. Donc sa mère, elle aussi, était abandonnée. Il y a ici un jeu vous voyez, de double, la fiction venant redoubler la réalité, et Suzanne venant faire office de double de la mère, de double fictionnel de la mère de Michon dans les 11. La mère joue d'ailleurs un rôle important dans l'imaginaire de Pierre Michon, puisque c'est à elle qu'il dédie les vies minuscules, hein, dont on sait l'importance pour lui. Il dit que c'est l'œuvre qu'il a sauvée. Et juste avant notre passage, il y avait donc ce petit bout de phrase pour parler de François Elie enfant, ce trésor aux boucles blondes qui dévale le perron. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo de Michon enfant qui pose aux côtés de sa mère. Cet enfant aux boucles blondes, c'est aussi Pierre Michon. Et donc, vous voyez que Suzanne vient faire office de double fictionnel de la mère de Michon. De la même manière, on peut se demander si François Elie n'est pas un double dans la fiction de Pierre Michon. En tout cas, ça crée un rapprochement possible entre ces deux figures, et on va voir avec l'étude de la suite du texte que ce rapprochement se confirme.